L'Angleterre l'emporte mais se fait peur, idem pour les Pays-Bas et le Danemark, but sur la Slovénie. C'est le programme d'Euroday épisode 3. Bonsoir à tous et bienvenue sur Ballopé, je suis ravi de vous retrouver pour la troisième journée de cet Euro 2024. Encore une journée à 3 matchs, on va pas se mentir, une journée bien moins footballistiquement belle à regarder par rapport à celle d'hier, mais des choses à en tirer, notamment l'équipe d'Angleterre qui est rentrée dans la compétition aujourd'hui, le grand favori de cet Euro 2024 qui affrontait la Serbie à 21h. On va prendre le temps d'en parler, mais avant cela, comme d'habitude, le petit like, l'abonnement, le commentaire, c'est important et ça soutient la chaîne dans son référencement, donc n'hésitez surtout pas. Et donc maintenant que ce petit message est passé, parlons de ce match. D'abord, l'Angleterre face à la Serbie, le choc annoncé en tout cas de cette journée, de ce dimanche 16 juin, et ça a couché, on va pas se mentir, d'un match un petit peu moins spectaculaire que ce qu'on aurait pu imaginer. Une victoire 1-0 de l'équipe d'Angleterre face à une équipe serbe qui a été décevante avant un petit peu de se rebeller. On va en parler. D'abord, regardons les compositions d'équipe avec du côté de l'Angleterre, un 4-2-3-1 classique, l'équipe attendue, même s'il y avait encore une interrogation sur la titularisation ou non de John Stones qui était diminué dans l'axe central de la défense. Il a cependant été aligné à côté de Margui, le joueur de Crystal Palace. Et sinon, du classique, la titularisation notamment de Jude Bellingham en numéro 10, lui qui n'a pas joué depuis le 1er juin, cette finale de Champions League. La section anglaise lui avait laissé du repos bien mérité pour le joueur du Real Madrid. Et du côté serbe, pas non plus de grandes surprises, son 3-5-2 classique avec Kostic, le joueur de la Juventus, en tant que piston gauche, et un duo d'attaque Vlahovic-Mitrovic qui a été globalement décevant durant ce match. Alors, on va avoir pendant un quart d'heure une équipe d'Angleterre qui va simplement monopoliser la balle devant un bloc serbe très très bien, on va dire, voilà, très très bien bâti avec cette ligne de 5 derrière et puis cette ligne de 4 avec Mitrovic qui était seul devant un petit peu en attendant les longs ballons de ses défenseurs. L'Angleterre qui a un petit peu joué à la passe à 10 pendant un quart d'heure avant d'avoir sa première grosse occasion qui sera la bonne avec Bellingham au milieu du terrain qui va décaler Walker sur le côté droit. Walker va magnifiquement trouver Saka, le magnifique appel de Saka dans le dos de Kostic. Saka va s'arracher pour pouvoir centrer, le ballon est contré, mais ça va arriver sur la tête de Jude Bellingham qui à bout pourtant va tromper Rajkovic, tête en pleine lucarne. Ça fait 1-0 pour l'équipe d'Angleterre. Gareth Southgate est très content et il a raison. On sait que l'Angleterre a ce statut de favori et marqué au bout d'un quart d'heure, eh bien ça rassure tout de suite les hommes de Gareth Southgate. En premier lieu, Jude Bellingham et Alexander-Arnold. Cette belle petite célébration avant évidemment la spéciale Jude Bellingham face au cop serbe qui apparemment parlait mal de Jude Bellingham puisqu'il a fait un petit signe aux supporters serbes. Et donc on a une équipe d'Angleterre qui mène 1-0 avant de reculer. On l'a senti très nettement, une équipe d'Angleterre qui a ensuite laissé totalement le ballon à une équipe serbe qui était pas du tout dangereuse. Il va y avoir quand même 3 situations anglaises sur des pertes de balles, notamment de Vlahovic qui a perdu 2 ballons sur des ballons de renversement de la droite vers la gauche, dont une qui va amener à la deuxième plus grosse occasion du match pour l'Angleterre. C'est ce déboulé de Saka qui va fixer, il me semble que c'est Kostic sur l'action, qui va décaler Walker, qui va se présenter face à Rajkovic et qui d'un petit piqué un petit peu en fin de course, on sent qu'il n'est pas totalement maître de ses gestes, et bien il va la mettre juste à côté, mais ensuite jusqu'à la fin de la première mi-temps, une équipe anglaise qui va laisser la balle à la Serbie, qui va reculer, qui va être coupée en deux avec les 4 offensifs qui vont essayer de faire leur petite tambouille offensive et les milieux et les défenseurs qui vont bien rester derrière, notamment Kyle Walker qui n'est pas plus que ça monté, pareil pour Kieran Trippier du côté gauche. Une équipe de Serbie qui va petit à petit avoir le ballon, essayer de trouver des petits dédoublements sur le côté, des centres qui malheureusement n'ont pas trouvé preneur avec une belle densité dans la surface pour l'équipe anglaise. Et donc on va arriver à mi-temps avec ce score de 1-0 où on se dit que eh bien l'Angleterre laisse la porte un petit peu à la Serbie ouverte pour pouvoir recoller au score. Et le symbole de cette mi-temps anglaise où vraiment Jude Bellingham est le seul un petit peu qui a vraiment surnagé dans le jeu, avec quand même, il faut le dire, Bukayo Saka qui a fait de très belles percées en éliminant ses opposants directs. Jude Bellingham qui a été omniprésent. Il a récupéré un bon nombre de ballons dans le dos des attaquants serbes. Magnifique maniement du ballon pour décaler, pour gérer le tempo également. Mais le joueur qui était transparent, on peut le dire, du côté de l'Angleterre, et ça a même duré une grande partie du match avant qu'il intervienne en deuxième mi-temps, c'est Harry Kane, le numéro 9 de la sélection anglaise, qui est beaucoup attendu dans cet Euro 2024. C'est vraiment la compétition qui doit asseoir Harry Kane comme un buteur et comme un très grand du football mondial, lui qui, on le sait, n'a toujours pas de trophée, qui est arrivé dans le Bayern Munich de Thomas Tuchel la saison dernière et qui est arrivé dans une saison où le Bayern n'a pas gagné de trophée. Il est attendu au tournant et regardez ses statistiques en première mi-temps, seulement une passe réussie, seulement 2 passes, 2 ballons touchés
par Harry Kane, dont un seul dans les 30 derniers mètres serbes. Ce sont des stats faméliques. Harry Kane, qui on le sait, aime bien participer au jeu de son équipe, ce n'est pas un numéro 9 pur comme peut l'être par exemple Olivier Giroud. Eh bien Harry Kane, voilà, était transparent et on s'est même demandé s'il n'était pas blessé ou diminué, mais non, il était bien là. Harry Kane, qui est le symbole de cette équipe anglaise, qui en fin de mi-temps a totalement laissé la balle à une équipe serbe vaillante. La deuxième mi-temps va reprendre, on va sentir une équipe serbe beaucoup plus agressive, qui va courir sur le deuxième ballon, qui va rentrer dans le bloc anglais au milieu de terrain, qui ne va pas se laisser faire. Il va y avoir une action un petit peu litigieuse à la 56e minute avec peut-être un penalty oublié pour la Serbie. Alors, selon moi, c'est assez léger. Là, c'est une image arrêtée, mais on sent peut-être que Trippier met un coup dans la jambe droite de Mitrovic, qui ensuite quand même se laisse bien tomber. Alors, est-ce qu'il y a penalty? Ça peut se discuter. Pour moi, il n'y a pas de penalty. Ce n'est pas une action, c'est pas une faute flagrante où on sent que Kieran Trippier vient pour charcler Mitrovic. Les Serbes vont un petit peu s'énerver, mais le jeu va reprendre et on va arriver ensuite à, comme j'ai dit, une équipe anglaise qui va laisser la balle aux Serbes. Ils vont pas pouvoir réenclencher une dynamique positive. Les changements apportés par Gareth Southgate vont être tardifs. On va avoir les rentrées de Gallagher, notamment à la place de Gallagher, pardon, à la place d'Alexander Arnold. Alexander Arnold qui, dans ce rôle de numéro 6, numéro 8, n'a pas été à son avantage aujourd'hui. Également, on va avoir la sortie plus tard de Jude Bellingham, remplacé par il me semble, Kobe Mainoo, et avant ça il y avait Saka également remplacé par Bowen. Mais donc l'équipe Southgate n'a pas voulu reprendre le contrôle du ballon. Il va quand même y avoir cette grosse occasion à un quart de la fin où Bowen, justement l'entrant, a superbement débordé sur le côté droit. Il va éliminer son vis-à-vis, faire un magnifique centre qui va trouver la tête d'Harry Kane, qui a surdominé son duel. Tête d'Harry Kane magnifiquement arrêtée par Rajkovic, ancien gardien de Reims, il me semble, qui va ensuite atterrir sur la barre. Et donc là, l'Angleterre à un quart de la fin, qui aurait pu aggraver le score à 2-0 et mettre la mainmise sur ce match, va encore douter. Il va y avoir une ou deux situations serbes en fin de match, avec notamment la sortie de Mitrovic, qui va permettre à Vlahovic d'être beaucoup plus dans l'axe de l'attaque en tant que numéro 9, là où il est beaucoup plus à l'aise pour participer au jeu. Lui qui a été très très transparent durant une grande partie du match. Pareil pour Mitrovic, qui a été absent, je trouve, qui n'a pas réussi à se montrer, même si on sait que lui c'est vraiment un pur neuf qui doit avoir des ballons dans la surface pour exister, et ça n'a pas vraiment été le cas du côté serbe. Et donc on va avoir notamment une frappe de Vlahovic qui va être magnifiquement arrêtée par Pickford, mais l'Angleterre va tenir, va énormément souffrir, mais au final l'Angleterre va réussir à s'imposer 1-0. L'essentiel est assuré, j'ai envie de dire, pour le favori, une victoire, une cage inviolée, les 3 points, face à une équipe serbe qui était peut-être l'équipe la plus redoutable pour l'Angleterre dans ce groupe, même si on parle du Danemark juste après, mais une équipe d'Angleterre qui n'a pas été flamboyante. Elle a dominé pendant une demi-heure, avant de laisser complètement le ballon à une équipe serbe vaillante qui a su montrer de la fierté footballistique en deuxième mi-temps pour revenir beaucoup plus agressif et avec une volonté d'aller chercher ce but égalisateur. Ce qui est un petit peu dommage pour une équipe comme la Serbie, c'est d'avoir attendu justement de prendre ce but par Jude Bellingham avant de commencer, j'ai envie de dire, à vouloir jouer au foot pour aller chercher le but et chercher la défense adverse. C'est un petit peu ce qu'on peut reprocher aux petites équipes à chaque fois, de se découvrir une fois le but encaissé. Et donc, pourquoi ne pas directement commencer les matchs comme ça? Ma foi, la Serbie a montré de deux belles choses. Elle pourra capitaliser sur ces deuxième mi-temps face à son prochain adversaire qui, me semble, est la Slovénie. Puisque dans le même temps, la Serbie aussi, le point positif, c'est que donc il y a sa deuxième mi-temps, et aussi le point positif, c'est que dans l'autre match du groupe, qui a opposé le Danemark et la Slovénie, eh bien, il y a eu un but partout. Et oui, le Danemark n'a pas réussi à se défaire d'une équipe slovène à deux visages, un petit peu comme l'équipe serbe. Le Danemark qui va ouvrir le score en premier temps au bout de 20 minutes, je crois, avec Christian Eriksen comme un symbole. Lui qui, on s'en souvient, lors de l'Euro 2021, avait eu ce terrible malaise cardiaque lors du premier match face à la Finlande et qui avait ensuite créé une dynamique, on va dire, positive pour le Danemark avec cette arrivée jusqu'en demi-finale où l'équipe vraiment jouait pour Eriksen avec un jeu hyper flamboyant. Et bien c'est lui qui, comme un symbole, ouvre le score pour le Danemark avec une superbe action collective où sur une touche rapidement jouée, on va voir, il me semble que c'est Wind, le deuxième attaquant danois, qui va du magnifique talonnade et bien donné pour Christian Eriksen le contrôle, la frappe en demi-volée dans le petit filet du gardien slovène. Et là, le Danemark qui, donc, un petit peu comme l'Angleterre, va ensuite un petit peu tricoter, mais en laissant quand même le ballon à la Slovénie. La Slovénie va avoir quelques occasions en deuxième mi-temps, notamment cette énorme frappe de Benjamin Sesko qui va écraser le poteau de Schmeichel, le gardien danois. On va également avoir, il me semble que c'est Popcar ou Pochkar, j'ai oublié son Pochkar, il me semble, de la Slovénie qui va 2 ou 3 fois rater le cadre alors qu'il avait vraiment le but tout fait. Et la Slovénie va égaliser en fin de match avec une superbe demi-volée de l'arrière gauche slovène. Un but partout donc.
ce qui arrange les Serbes, comme je l'ai dit, puisque finalement, après cette première journée dans ce groupe C, l'Angleterre se détache avec 3 points, mais derrière, c'est ultra serré. Le Danemark et la Slovénie à 1 point, et la Serbie avec 0 point, mais avec seulement un but, on va dire moins 1 de différence de but, ce qui, lorsqu'on sait que le meilleur troisième peut passer, eh bien ça peut toujours aider la Serbie d'avoir une différence de but, on va dire la moins négative possible, sachant que comme je l'ai dit, il me semble que la prochaine journée, on aura l'Angleterre qui affrontera le Danemark et la Slovénie qui affrontera la Serbie. Match où l'Angleterre ou le Danemark pourra, en cas de victoire, presque assurer sa qualification pour les huitièmes de finale. Et une Serbie qui va à une Slovénie vaillante, même si on sent qu'il y a quand même un manque de qualité, on va dire, de finition en tout cas, avec beaucoup trop d'approximation dans les derniers mètres. Et bien une équipe de Serbie qui peut se relancer totalement dans ce groupe qui est encore très très ouvert. Rien n'est fait dans ce groupe. Et enfin, dernier match de la journée, premier match du groupe D, match donc qui concerne directement l'équipe de France, qui elle jouera demain à 18h face à l'Autriche, était les Pays-Bas qui entraient en lice face à la Pologne. Une victoire 2-1 des Pays-Bas face à une Pologne sans Robert Lewandowski blessé et sur le banc. Il devrait revenir pour le deuxième match face à l'Autriche. Une équipe de Pologne qui a très bien commencé avec un but sur corner marqué par Buksa, ancien joueur du RC Lens qui était prêté à Trabzonspor il me semble cette saison. Un petit peu contre le cours du jeu, puisque pendant un quart d'heure, on a vu une très très belle équipe des Pays-Bas qui a eu de nombreuses occasions. On pense à un tir un petit peu trop croisé de Xavi Simons, ou dès la deuxième minute, cette frappe arrêtée par Szczęsny sur Cody Gakpo. Face à une équipe des Pays-Bas, donc, qui, comme j'ai dit, était hyper bien organisée, une défense à 3 en phase offensive, avec ce carré au milieu, ce double pivot, et devant Reinders, le joueur de l'AC Milan, et Xavi Simons. Xavi Simons qui a été, encore une fois, en grande difficulté, assez transparent durant ce match. On sent qu'il a toujours du mal à passer ce cap avec l'équipe nationale, au contraire de Reinders qui lui a été plutôt bon. Et donc une équipe des Pays-Bas qui est piégée mais qui va continuer de pousser et elle va finalement égaliser grâce à un magnifique but de Cody Gakpo. On a Zaleski, le piston gauche de cette équipe de Pologne qui va dégager un petit peu trop facilement dans l'axe. Ça va être récupéré par Nathan Ake, qui va transmettre à Cody Gakpo, qui va frapper du droit, frappe contrée par un défenseur polonais qui va tromper Szczęsny. Ça va faire un but partout, récompenser les Pays-Bas qui par la suite ont eu 2 ou 3 occasions en fin de première mi-temps, notamment par une grosse frappe sèche de paille au-dessus du but de Szczęsny. Une équipe des Pays-Bas, comme j'ai dit, pas récompensée, mais Cody Gakpo qui encore une fois a été très bon. Il a été très bon avec les Pays-Bas lors du Mondial 2022. Encore une fois très bon. Cody Gakpo, joueur de tournoi, vraiment un joueur qui, à chaque match, pourra avoir 6 sur 10 et 7 ou 8 selon s'il est décisif ou non. Il a été décisif avec cette égalisation. Les Pays-Bas vont continuer de pousser en deuxième mi-temps, même si on a senti, après un premier quart d'heure de deuxième mi-temps où les Pays-Bas ont voulu aller chercher ce deuxième but rapidement, eh bien la Pologne reprend un petit peu les devants, notamment après le changement du double pivot polonais à l'heure de jeu. On a senti une équipe de Pologne beaucoup plus dans l'envie d'aller chercher elle aussi un deuxième but, notamment une frappe de Kivior où Verbruggen fait une belle horizontale. Et on va avoir en fin de match une équipe des Pays-Bas qui était un petit peu trop stéréotypée avec voilà, d'un côté Gakpo et de l'autre côté Malen qui était rentré en jeu, qui essayait de faire des différences, mais on voyait une équipe des Pays-Bas qui n'arrivait pas justement à faire cette différence, à trouver ce décalage. Eh bien, il va être trouvé à la 82e minute où on va voir Marley Ake, je confonds avec le lanceur de l'OM, Nathan Ake, qui va magnifiquement donner ce ballon. Il veut le donner au départ à, il me semble que c'est Dumfries qui avait fait l'effort pour venir justement dans le cœur de la surface de séparation. Le ballon va être contré, récupéré par l'entrant qui était rentré 2 minutes auparavant et qui touchait son premier ballon, Wout Weghorst, qui va du magnifique reprise pied gauche tromper Szczęsny. Wout Weghorst, qui on s'en souvient, avait été déjà un super seul lors de la Coupe du Monde 2022, on se souvient de son doublé en quart de finale face à l'Argentine, et qui là encore va donner la victoire aux Pays-Bas. Les Pays-Bas qui vont donc se rassurer après un match où on a senti peut-être le piège du match nul que la Pologne aurait pu mériter, mais au vu du match, une globale domination de la part des Pays-Bas qui, par contre, ont encore ce défaut de ne pas être assez cliniques devant le but. Je pense à Memphis Depay, à Cody Gakpo, à Xavi Simons, qui ont eu bon nombre d'occasions pour aggraver le score. Mais bon, l'essentiel est assuré pour l'équipe des Pays-Bas qui se devait de rentrer dans cette compétition avec une victoire dans un groupe hyper resserré avec donc la Pologne et comme j'ai dit, l'Autriche et la France qui s'affronteront demain. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette journée d'Euro. On va se projeter sur demain, lundi 17 juin. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va avoir à se mettre sous la dent? On va avoir tout d'abord la fin donc, du groupe D avec, comme j'ai dit, l'équipe de France face à l'Autriche qui vont s'affronter à 21h à Düsseldorf. Et on va avoir durant la journée les 2 matchs du groupe E. D'un côté, Roumanie-Ukraine. Peut-être pas le match le plus sexy sur le papier, mais bon,
comme on aime le foot, on va regarder un petit peu ce match et voir si cette équipe ukrainienne est capable de se qualifier pour les huitièmes de finale. Et à 18h, l'entrée en liste de la Belgique dont on entend beaucoup de choses positives, une attaque, comme j'avais dit dans la preview, pleine de jeunesse, pleine de fougue, même si on a une défense qui peut poser question, qui va rentrer en liste face à la Slovaquie. Donc ça va être super intéressant à regarder. On sera là évidemment pour en parler demain soir et débriefer cette journée qui nous attend. Voilà ce qu'on pouvait dire pour pour ce troisième épisode de Rodet, avec donc l'Angleterre qui est entrée en lice, qui est peut-être est l'équipe qui, parmi les favoris pour l'instant, ou même parmi les outsiders, parmi les équipes globalement qui peuvent postuler une victoire finale, a été peut-être la moins convaincante, avec, comme j'ai dit, une demi-heure de maîtrise sans être non plus hyper flamboyant, et une heure de jeu à partir de la demi-heure où on a vu une équipe serbe prendre le contrôle du ballon et l'Angleterre totalement subir, enfin faire carrément défendre en bloc bas pendant le dernier quart d'heure pour éviter de prendre ce but serbe qui aurait pu permettre à la Serbie d'arracher le point du match nul. Mais donc voilà, encore une belle journée de foot à l'Euro 2024. J'espère que cette journée vous a plu. Dites-moi vous en commentaire ce que vous avez pensé de cette journée. Si pour vous l'Angleterre, dans votre esprit, redescend un petit peu au niveau des favoris, parce que je trouve à titre personnel qu'elle a été assez décevante. Donc dites-le moi en commentaire. Sur ce, je vais vous laisser. Vous souhaiter une bonne nuit, une bonne journée, une bonne soirée selon le moment où vous regardez. On se retrouve demain soir pour le 4e épisode de Roday. Et n'oubliez jamais, vive le foot!